À partir de là, eh bien, le communisme, c'est le camp du bien, et donc être hostile au camp du bien, ça veut dire qu'au fond, on est complice du camp du mal, et donc on est complice de Hitler. Voilà. Et ici commence le terrorisme intellectuel. Ah, voilà, ici, comme absolument. La faute devient héréditaire. C'est-à-dire, moi, je suis responsable de mes actes, de ce que j'ai dit ici. Si mon père commet un crime, je le regrette, mais je ne suis pas coupable de ce crime. Eh bien, dans cette vision idéologique-là, si la culpabilité devient héréditaire, et la victime devient une sorte d'innocent perpétuel, en quelque sorte. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur Impact. Aujourd'hui, notre invité spécial, il est historien, essayiste, journaliste. Il s'agit bien évidemment de Jean Sévillat. Jean Sévillat, vous le connaissez, c'est lui qui a écrit Histoire passionnée de la France. Il a également écrit Historiquement correct, historiquement incorrect. Et il vient de sortir son dernier ouvrage, Les habits neufs du terrorisme intellectuel. Alors, vous le verrez dans cet entretien, on va débunker, analyser certains concepts. On va parler des communistes et de leur comportement pendant la Seconde Guerre mondiale. On va parler du sentiment d'insécurité. On va parler évidemment des relations avec l'Algérie en toile de fond du conflit de la guerre d'Algérie. Je vous en dis pas plus. J'en profite pour vous remercier. Évidemment, vos commentaires, nous les lisons. N'hésitez pas à repartager ces entretiens, à en parler autour de vous, à vous abonner à notre chaîne, c'est très important. Et puis, bien évidemment, un merci aussi à Épopée Film. Épopée Film, vous le savez, c'est la plateforme audiovisuelle des amoureux de la France. Et sur Épopée, vous découvrirez toutes sortes de contenus qui vous permettent de mieux comprendre ce qui fait la richesse de notre culture française. Je vous dis bon entretien et à très vite. Bonjour à tous, comme je vous le disais, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Jean Sévillat. Donc Jean Sévillat, il est journaliste, essayiste, historien et il vient de sortir son dernier ouvrage, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, préfacé par le formidable Mathieu Bock-Côté qui a écrit un ouvrage lui aussi qui s'appelle La dictature sans le goulag, que j'ai adoré. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Impact. On aime donner la parole à ceux justement qui apportent leur pierre à l'édifice France. Et vous le faites formidablement bien déjà tout au long de votre carrière. Et merci, parce que ce que vous faites au Figaro et en tant qu'historien, ça évidemment, ça donne des clés de compréhension de notre temps. Et particulièrement avec cet ouvrage. Alors déjà, pour commencer, avant qu'on rentre dans le dur, comme on dit, est-ce que vous pourriez nous dire un peu pourquoi c'est important de connaître son histoire et quels usages il peut en être fait justement pour l'avenir du pays? Alors l'histoire en général est un champ d'expérience dont on doit se servir pour essayer de discerner le vrai du faux, comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tirer des leçons, peut tirer des leçons du passé, même si le passé ne se répète jamais de façon identique. Justement, il faut avoir un esprit critique vis-à-vis de cette position-là. Le passé récent aussi est porteur de leçons parce que l'histoire, elle commence hier. Hein. L'histoire, le temps avance et donc tout est de l'histoire d'une certaine manière. Voilà. Moi, je suis journaliste et historien et je veux dire être journaliste, c'est au fond être historien, et être journaliste, c'est un historien du présent. Enfin, voilà, il faut essayer de. Moi, contrairement à ce que croient certains, je pense que c'est un peu le même métier d'être journaliste et historien. Voilà, même si les temporalités sont évidemment différentes, mais enfin. Un journaliste comme un historien va chercher toutes les sources, va essayer de creuser travailler son dossier, son sujet avant d'écrire ou de parler, si c'est à la télévision ou à la radio. Mais c'est au fond la même méthode. Essayer de rencontrer des témoins s'il s'agit d'un sujet contemporain. Et à partir de ça, il se
fait son idée du sujet, il se bâtit un plan, un programme, et il peut travailler. C'est au fond un peu le même travail. Et moi, j'ai essayé dans mes livres, parlons de parler de moi, mais enfin, puisque vous m'interviewez. Ah bah, j'espère qu'on va beaucoup que parler de vous même, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. J'ai essayé toujours de travailler comme un journaliste et d'écrire comme un historien, de travailler comme un historien, c'est un lapsus, oui. Et d'écrire comme un journaliste. Voilà, j'ai toujours essayé de faire des livres qui soient sourcés, sérieux, évidemment, fondés sur des recherches longues, et en même temps qui soient lisibles. Voilà, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les historiens universitaires, ils sont nécessaires, mais enfin, il y a certains historiens universitaires dont les livres sont un peu pesants à la lecture. Moi j'ai toujours voulu faire des livres pour le grand public, et c'est ce qui m'a valu la fidélité d'un certain public. Et ce qui vaut surtout, pour moi, c'est une récompense de mon travail, une tranche de lecteurs jeunes. Voilà, tous mes livres, il se trouve que j'ai eu de la chance, parce que d'abord j'ai un éditeur qui m'a toujours soutenu, j'ai des livres qui ont globalement bien marché, certains ont très bien marché, donc ce qui fait que tous mes livres paraissent en collection de poche au bout de quelques mois ou quelques années, et donc j'ai tout un lectorat jeune qui utilise mes livres en version poche, voilà, pour des budgets d'étudiants, voilà, normal. Et donc, pour moi, c'est une grande satisfaction d'être un passeur. En effet, je vous confirme que c'est extrêmement agréable de vous lire parce que, de toute façon, vous savez, c'est la fameuse citation, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Quand c'est trop empoulé, c'est que généralement il y a un loup. Et normalement, l'histoire, pour qu'elle s'appréhende et qu'elle s'imprègne dans notre imaginaire collectif, elle doit être racontée aussi un peu comme un récit avec des événements phares. Et puis ensuite, évidemment, votre travail de journaliste, c'est de mettre à la connaissance du grand public. J'aime beaucoup le parallèle que vous faites d'ailleurs entre journaliste et historien. Ben voilà, des faits qui se sont déroulés, qui sont sourcés, qui sont avérés. Je ne vais pas vous apprendre, parce que je pense que quand on voit je le rappelle au début de cet entretien, justement tous les ouvrages que vous avez pu éditer, qu'il y a des thématiques qui reviennent régulièrement sur l'échiquier politique, et je pense notamment à vos travaux pour le historiquement correct ou historiquement incorrect, où vous déconstruisez aussi certaines fables qui ont pu être racontées, et donc de donner cet apport intellectuel justement à la droite, pour le dire aussi clairement, aide parce qu'on a eu des années et des années de falsification aussi de l'histoire. L'une d'entre elles, et là on va rentrer un peu dans le dur, et après on reprendra certains thèmes qui sont abordés dans votre livre, mais je pense notamment, vous parlez du rôle des communismes et du nazisme. En tout cas, c'est le titre d'un de vos chapitres, Communisme et nazisme, les bons et les mauvais assassins. Je ne redirai pas plus, que je voudrais pas divulgacher, comme on dit aujourd'hui, mais j'aimerais un peu avoir votre avis sur effectivement ce que nous, on a pu nous raconter à l'histoire sur le fait que les communistes étaient des formidables résistants et qu'on leur devait tout, finalement. Et ce que dit réellement l'histoire aujourd'hui? Oui, alors d'autant que Phénomène est historiquement à la source de ce que j'ai appelé le terrorisme intellectuel. Alors, pour faire court malgré tout, donc en 1939, il y a un pacte entre l'Allemagne nazie et l'URSS, qui est un pacte d'assistance économique, un peu militaire, un pacte de non-agression dans la pratique, voilà, qui est signé à l'été 1939, à la suite de quoi, évidemment, ça a fait scandale, puisque tout le monde sait qu'on va vers la guerre avec l'Allemagne, ça fait scandale en France, et d'autant que le Parti communiste approuve ce pacte Molotov-Ribbentrop, Hitler-Staline, et donc à la suite de quoi le Parti communiste est interdit, l'humanité est interdite de publication, et attention, on est encore sous la Troisième République. Ce n'est pas Vichy qui a interdit le Parti communiste en 1939. À la suite de quoi, donc, il y a le temps de la drôle de guerre, la guerre éclate, le pacte et puis l'agression de la Pologne par l'Allemagne, puis l'URSS, enfin par l'Allemagne, va déclencher la Deuxième Guerre mondiale. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne, début août 1939. Il y a ce qu'on appelle la drôle de guerre, il ne se passe rien sur le plan militaire pendant quelques mois, et puis mai 1940, brusque offensive de la Wehrmacht à l'ouest, vers la France, la Belgique, les Pays-Bas.
et qui malheureusement tourne à une dramatique défaite, la pire défaite de l'histoire de France, page tragique de notre histoire. Les Allemands entrent dans Paris au mois de juin. Et à ce moment-là, en juin 1940, après l'entrée des Allemands dans Paris, les communistes français vont tenter de négocier avec les Allemands la réparation de l'humanité qui avait été interdite par la Troisième République. Ces négociations vont échouer. Mais enfin, c'est quelque chose qui est évidemment sur lequel le Parti communiste français aujourd'hui ne fait guère de publicité. C'est certain, oui. Et donc les communistes sont dans une position, alors de collaboration, n'exagérons pas non plus, d'autant que il faut dire la vérité de l'histoire. Cette position du Parti communiste, le Parti communiste s'est vidé de ses militants et de ses adhérents parce qu'il y avait, y compris des communistes qui étaient quand même choqués. D'accord. Oui, c'est intéressant. Les communistes, c'est aussi des Français. Vous voyez, c'est complexe. Oui, hein, oui, bien sûr, oui. Il y a aussi, c'est du peuple français. Vous voyez, donc l'idée de s'allier avec l'Allemagne, dont ça veut dire qu'il y a la guerre, il y a toute une partie je dirais du militant communiste de base qui se dit il y a quelque chose qui va pas là. Mais ça s'est négocié. Dès 39, dès le pacte germano-soviétique. Oui, il y a une hémorragie, l'approbation du pacte germano-soviétique par le PCF crée une hémorragie au sein du PCF. Il y a des militants qui comprennent pas, qui sont pas d'accord. Hein. Mais la direction suit totalement cette ligne-là, parce que la direction, à l'époque, les partis communistes, c'est totalement féodé à l'URSS. C'est Moscou qui donne les ordres. Hein. C'est la ligne suivie. Voilà. Donc Maurice Thorez, il faut le dire, est parti, va partir se réfugier en URSS. Il était mobilisé comme officier. Il s'échappe, enfin, c'est-à-dire qu'il déserte, en fait, c'est ça, en pratique, hein, voilà. Et il va vivre pendant tout le temps de la guerre à Moscou, voilà. Maurice Thorez, futur secrétaire général du Parti communiste français. Et donc, c'est seulement en 1941, juin-juillet 1941, quand Hitler, rompant son accord avec Staline, attaque l'URSS, et bien que le Parti communiste change de tactique, et donc s'alignant toujours par solidarité avec Moscou, en fait. Donc, c'est un parti de l'étranger, hein. Et donc, le Parti communiste va entrer dans la résistance. Et donc, le Parti communiste va jouer dans la résistance française de 1941 à 1944 un rôle extrêmement important. Moi, je m'incline, je n'ai pas de sympathie pour le communisme ni pour le Parti communiste, mais enfin, il faut aussi s'incliner devant les victimes, ça me paraît de la justice humaine. Objectivement, il y a des hommes qui se sont sacrifiés, voilà, il y a un véritable engagement. De tout camp, hein, d'ailleurs, il l'a dit, le général de Gaulle a dit, il y avait aussi la cagoule à Londres, donc absolument, il y avait des royalistes, non, on est bien d'accord. Je sais pas, c'est qu'ils ont l'impression, j'allais le dire, non, mais si vous voulez, je commençais par les saluer, mais j'allais tempérer pour dire qu'il y a une opération de manipulation, parce que après la guerre, les communistes sont présentés comme pratiquement représentant l'essentiel du Parti communiste et toujours choisi communiste. Alors donc c'est un mensonge, parce que ils font l'impasse sur le fait qu'ils sont entrés dans la résistance comme 1941, alors que la résistance elle a commencé en 1940 et que en 1940 il y a eu seulement au fond les gens de droite étaient plus nombreux que les gens de gauche dans la résistance, et les gens de la droite, des gens venus de l'Action française, des gens venus des partis nationalistes des années 30, sont extrêmement nombreux au sein des anciens cagoulards, sont extrêmement nombreux sont nombreux dans la résistance. Voilà. Donc, en effet, le Parti communiste n'a jamais eu le monopole de la résistance. Simplement, il y a cette opération de propagande. Voilà. Et après la guerre, c'est pour ça que je fais le lien avec mon terrorisme intellectuel. Puis ils vont se présenter comme le parti des 75 000 fusillés. C'était le mot d'ordre de l'après-guerre, alors qu'historiquement, aujourd'hui, on a fait les comptes, il y a au total, c'est un nombre déjà suffisamment grave. Enfin, les Allemands ont fusillé en France à peu près 15 000 personnes, pas seulement des communistes. Hein. C'est quand même presque 7 fois moins. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Donc après. Et c'est là qu'il va commencer ce que j'ai analysé comme le terrorisme intellectuel. Il y a une opération de propagande qui reprend évidemment la thématique de l'antifascisme qui avait été lancée dans les années 30, quand le tournant stratégique lancé par Moscou en 34-35, c'est-à-dire allier les partis de gauche, faire alliance les partis de gauche, voire avec les partis bourgeois du centre contre le fascisme. Mais donc, le Parti communiste se classe dans le camp du bien. Hitler incarnait le camp du mal, que je pense aussi, il fallait
c'est un système monstrueux, totalitaire, criminel, donc il fallait vaincre l'Allemagne hitlérienne. Pour moi, il n'y a même pas de discussion sur ce sujet-là. Maintenant, puisque Staline était, évidemment, l'URSS était dans les puissances qui ont vaincu l'Allemagne nazie, eh bien l'URSS se trouve nimbée du prestige du vainqueur et du prestige d'être dans le camp du bien. Et donc, on a dans le camp du bien l'URSS, Staline, le communisme, les communistes. Opération donc de manipulation qui occulte le fait que le système stalinien. Alors moi je pense que le peuple russe a beaucoup donné dans la guerre, beaucoup donné. Et d'ailleurs l'essentiel aujourd'hui, on a une vision, enfin le cinéma a beaucoup aidé à ça. On a une vision très liée à l'Amérique, le D-Day, etc. Mais sur le plan militaire strict, le plus gros effort militaire contre l'Allemagne nazie à la fin de la guerre a été porté par le peuple russe, par l'URSS, en termes d'engagement, de nombre de combattants. Et donc, opération de manipulation, les communistes sont dans le camp du bien puisqu'ils ont vaincu le camp du mal qui était incarné par Hitler. Voilà. Donc, à partir de là, eh bien, le communisme c'est le camp du bien et donc être hostile au camp du bien, ça veut dire qu'au fond, on est complice du camp du mal et donc on est complice de Hitler. Voilà. Et ici commence le terrorisme intellectuel. Voilà. Ici, absolument. Ici commence la manipulation puisque, voilà, tout anticommuniste va être soupçonné, accusé d'être un fasciste, nazi, enfin, c'est la même chose dans la dialectique communiste, et donc un nostalgique des heures les plus sombres de l'histoire. Et donc c'est le mécanisme du terrorisme intellectuel qui s'enclenche à ce moment-là, qui s'enclenche dans les années d'après-guerre, un moment où, en plus, le Parti communiste est une position quasiment hégémonique dans le monde intellectuel français, dans le monde universitaire, dans le monde intellectuel, et où on est en sympathie, soit on est communiste, soit on est en sympathie, soit on est un compagnon de route du communisme, mais soit être anticommuniste est considéré comme une faute morale, un péché. Voilà. Et donc c'est ici que s'enclenche le terrorisme intellectuel qui vise à classer d'abord camp du bien, camp du mal, une vision manichéenne, simplificatrice, surtout un système qui consiste à affubler son adversaire, son contradicteur, d'une étiquette infamante qui va lui ôter le droit à la parole. C'est le principe de ce chapitre. Oui, et à la dignité même, parce que... Et même à la dignité, absolument. Et à partir du moment où on a l'étiquette, effectivement, fasciste, nazi et compagnie, on n'a même plus le droit de parole, en fait. Voilà, c'est le but du terrorisme intellectuel. C'est de délégitimer son adversaire, lui ôter le droit à la parole, en lui collant une étiquette. Alors l'étiquette, c'est ce que je raconte dans ce livre, qui est une sorte d'histoire des idées politiques et intellectuelles de 1950, schématiquement, à nos jours. Voilà. L'étiquette, elle a varié en fonction de l'idéologie dominante, mais enfin, on retrouve ce système-là jusqu'à nos jours. Alors, et l'étiquette, elle a varié. D'abord, être anticommuniste dans les années 50, début des années 50, c'était considéré comme une faute morale. Ensuite, ça a été être colonialiste, être fasciste, évidemment, être raciste, etc., etc. Et maintenant, on a être homophobe, être anti-transphobe. Enfin, on a toute cette liste d'épithètes, on pourrait réunir 100 noms. C'est toujours le même système. Par rapport à une idéologie dominante qui, évidemment, a varié dans le temps. L'idéologie dominante en 1950 n'est plus celle de 1960, qui n'est plus celle de 1980, qui n'est plus celle des années 2000. Donc, mais le système du terrorisme intellectuel demeure. Délégitimer son adversaire pour éviter de parler des sujets de fond. Oui, ce qui est grave en plus, c'est que ça permet aussi non seulement de doter la parole, ou en tout cas la dignité à l'interlocuteur en question, celui qui serait visé par ces anathèmes, puis en plus de ça, ça permet aussi de fédérer des équipes, entre guillemets, des jeunes notamment. On l'a vu, une agression, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une réunion de l'UNI par des nervis d'extrême gauche, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement dangereux parce que, de fait, ça leur permet de coaguler derrière quelque chose qui est faux et de créer du trouble à l'ordre public. Alors qu'on le voit, c'est des petits, ces enfants de bonne famille, on voit que c'est pas des horribles skinheads avec des grosses chaussures, quoi. Donc tout va bien. Mais donc c'est un vrai terrorisme parce que justement de la parole à l'acte, finalement, ça peut aller assez vite. Et c'est comprendre ces mécanismes-là, ça nous permettra justement de débunker, comme on dit maintenant, ces comportements qui sont extrêmement nuisibles. C'est très clair, voilà. Donc encore une clé de compréhension pour nos jeunes, parce que c'est important, c'est eux qui subissent aujourd'hui cette situation de terrorisme intellectuel.
Il y a un autre terrorisme intellectuel que vous abordez, qui est celui relatif à la colonisation, parce qu'on parle beaucoup des Algériens en ce moment, on parle beaucoup du rapport de force qu'il y a entre l'Algérie et la France, et évidemment, les détracteurs de la France aiment à utiliser toute la dialectique du FLN, et qui de fait falsifiait aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus concernant déjà cette période, dire que la France n'a pas à rougir de ce qui s'est passé, elle s'est comportée comme elle a pu. Je mets le cas à part des harkis, évidemment, que vous pourrez aborder si vous le souhaitez. Mais indépendamment de ce qui s'est passé avec les harkis et de la manière dont De Gaulle a, quitté le territoire, enfin demandé à quitter le territoire, avant cela, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été instrumentalisé par le FLN et qui est aujourd'hui instrumentalisé par l'État algérien, alors même que la France avait gagné la guerre à l'époque et leur a offert un référendum. Pour la faire assez simplement et assez synthétiquement, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous nous expliquez l'époque et quelles conséquences cette instrumentalisation a justement dans le cadre du terrorisme intellectuel qui nous est appliqué à nous, Français, je dirais, de métropole, quoi. Alors, pour faire très court, parce qu'on ne va pas faire l'histoire ni de la guerre d'Algérie, ni même de l'Algérie française, c'est trop long, mais quand même, il faut en dire un mot, parce qu'on ne peut pas parler de la guerre d'Algérie, celle de la guerre qui a abouti à l'indépendance, sans parler du passé, de l'histoire de la colonisation, de l'histoire de la conquête. C'est très important. De tout que c'est maintenant instrumentalisé par les Algériens. Bon, très schématiquement, la France fait la conquête de l'Algérie en 1830. Ça sert à rien de le cacher, c'est une guerre très dure. C'est une guerre, non pas, contrairement à ce qu'on dit, de type colonial, parce qu'à l'époque, la colonisation n'existait pas. Ils n'ont pas inventé une guerre coloniale, ils ont pratiqué une guerre de type révolutionnaire. En fait, Bugeaud, qui a été la tête militaire de cette expédition, c'est un homme qui a formé, il était jeune militaire sous Napoléon, et les armées de Napoléon étaient très marquées par l'esprit révolutionnaire. Il a fait en Algérie ce que les armées de la Révolution ont fait en Vendée. Voilà. Bon. Donc, ça sert à rien de dire. C'est vrai que c'est une guerre très dure. On pense que l'Algérie était peuplée de 3 millions de personnes, à peu près. C'est l'estimation des historiens. Et il est probable que cette guerre a fait entre 300 000 et 500 000 morts. C'est possible. C'était des tribus éclatées, c'était une nation. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est bon. Alors voilà, c'est là où c'est complexe. L'Algérie n'est pas une nation à l'époque. C'est une ancienne, au départ, c'est une régence qui dépend du sultan de Constantinople. Voilà. Ce qui fédère ces tribus, alors Abdelkader, qui va être le grand chef militaire de la résistance aux Français, un homme courageux, estimable d'ailleurs, va réunir une grande partie des tribus, pas toutes, il y a des tribus qui ont joué la carte de la France dès le départ, dès 1830, voilà. Sur des tribus assez diverses, avec des coutumes diverses, des référents ethniques assez différents. Le ciment, il est religieux, c'est l'islam. Et Abdelkader est à la fois un chef militaire et un chef religieux. Le titre d'émir est en islam à cette époque, est politique et militaire, on va dire. Voilà. Et donc, voilà. La guerre se termine, 1837, Abdelkader va être fait prisonnier, il va partir en France, et d'ailleurs, il va être extrêmement bien respecté par la France, et il va être prisonnier au château d'Amboise, il va être très bien traité par la monarchie de Juillet, puisque les régimes se sont succédés, et il va mourir, il va être libéré, il va aller vivre en Syrie à la fin de sa vie, et extrêmement respectueux, et avec un rapport d'amitié extrêmement fort avec la France, ce qu'on ne dit jamais nulle part. Voilà. Bon. Donc, il y a la conquête dure, voilà. Ensuite, il y aura à partir de 1950. Ensuite, il y a un grand temps, c'est l'Algérie coloniale. Alors, c'est une Algérie complexe qui est indéniablement avec un rapport qui n'a pas un rapport égal entre les indigènes et les gens qui arrivent. Ceux qu'on appelle des pieds noirs, qu'on n'appelle pas encore des pieds noirs, qu'on va appeler des Européens, parce qu'en réalité, les Français d'Algérie ne sont pas Français d'origine. Très peu de Français ont voulu s'installer en Algérie, qui est un pays aride, difficile, et ceux qui vont devenir les Européens, les Français d'Algérie, les pieds noirs, en réalité, ce sont des Italiens, des Espagnols, des Maltais, des Alsaciens qui arrivent après 1871,
après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Donc voilà. Et donc, se crée une société qui est une société, on va dire, duale, c'est-à-dire où indéniablement, il y a une inégalité de statut entre indigènes et européens. Voilà. Avec le temps, plus ça va aller, plus les discriminations, les différences entre les deux vont se diminuer. Voilà, pas disparaître complètement. Voilà. Il y a eu à mon avis, c'est pour ça que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Vérité cachée de la guerre d'Algérie. Avant de venir il y a aussi, je pense, des erreurs, à savoir que on n'a pas assez fait monter je dirais, des élites civiles algériennes il y avait des élites civiles algériennes qui avaient envie à la fois d'être algériens et français, et ces gens-là ont été découragés. On les a poussés en quelque sorte vers l'animosité avec la France, parce que on les a pas laissés assez monter, je dirais, socialement. Il y a eu des blocages. Hein. Et donc se crée un nationalisme algérien. Il existe, c'est un fait. Voilà, une aspiration à l'autonomie qu'on voit apparaître dès l'entre-deux-guerres, et du fait des blocages sociaux, du fait qu'on bloque les élites algériennes, cet autonomisme va se radicaliser de plus en plus. Voilà. Et après guerre, dans les années 50, on a un nationalisme algérien qui est assez offensif, et se crée le FLN, qui est un parti mixte, qui à la fois une inspiration révolutionnaire et en même temps puise ses principes dans l'islam, c'est assez complexe, voilà, et qui va devenir un parti qui pratique dès le début, il commence en 1954, c'est une stratégie voulue qui va pratiquer la violence et même la terreur. C'est une stratégie voulue, pensée par le FLN, c'est-à-dire terroriser la population, et pour cela, d'abord, s'en prendre aux musulmans loyalistes, fidèles à la France, et puis évidemment frapper les Européens, les Français d'Algérie. Voilà. Et les femmes, les enfants, par une politique d'attentats individuels ou attentats groupe, à la bombe, etc. Voilà. Et donc cette guerre commence en 1954, elle va monter en puissance, et l'engagement de la France va monter en puissance, parce qu'on essaie d'endiguer au départ cette révolte, et on n'y parvient pas. Et donc engagement très fort de l'armée française, qui va aboutir en effet, je vais vite, au début des années 60, à un engagement victorieux. C'est-à-dire qu'on est militairement, on pense qu'on est militairement victorieux. Peu le savent dans nos générations. Ouais. Il y a peu de Français qui le savent en réalité, mais on est obligé de passer par cette étape de compréhension de l'environnement et après l'instrumentalisation qui va en être faite. Donc, merci de le faire aussi synthétiquement, bravo, parce que c'est pas un exercice facile. Nous sommes militairement victorieux. Bon, maintenant le nationalisme algérien est là, et puis il y a un homme qui a changé le contexte. Alors il faut rappeler que la guerre d'Algérie, elle est faite au départ par la 4e République avec des gouvernements de gauche. Tout à fait. Certains crédits militaires ont été votés, y compris par le Parti communiste au départ. C'est des choses qu'on a oubliées. Et donc, alors, ce qui intervient, la nouveauté va être politique. C'est en 1958 l'accession du général de Gaulle à la présidence de la République. De Gaulle ne croit pas à l'Algérie française, il ne croit pas que l'Algérie puisse rester française, et donc il va mettre assez rapidement en œuvre une politique qui va d'ouverture vers l'idée d'indépendance et d'ouverture vers un processus de négociation. Alors, la vérité de l'histoire, là aussi c'est complexe, c'est que moi je pense que De Gaulle a toujours voulu l'indépendance de l'Algérie, mais au départ son idée n'était pas de donner l'Algérie au FLN. Il y a des discours, tout ça d'ailleurs on peut visionner sur le site de l'INA, c'est assez intéressant. Les discours où De Gaulle a des mots très très durs à l'égard du FLN. Simplement. Oui, vu tous les Français qu'ils ont assassinés, c'est sûr. Oui. J'imagine. Mais ce qui s'est passé, voilà, c'est que le FLN était un mouvement totalitaire qui menait une guerre contre plusieurs adversaires, contre les Français, la France et les Français bien sûr, mais y compris contre ses rivaux, parce qu'il y avait d'autres nationalistes algériens plus modérés. Or ces gens-là ont été éliminés physiquement ou absorbés par le FLN. Le FLN a fait place nette, et donc De Gaulle au départ ne veut pas donner l'Algérie au FLN, mais en fait il y a plus d'autres puissance organisée en Algérie que le FLN. Donc ça va aboutir à ce résultat, c'est que l'Algérie va être donnée au FLN. Voilà. En 1962,
La vérité aussi à dire, parce que c'est la fête de l'histoire, c'est que cette indépendance, elle a été actée par les Français. Il y a eu plusieurs référendums. Oui, il y en a en 61, 62, et les sur place. Ces deux référendums, pas sur place aussi, il y a aussi en métropole. Hein. En métropole, on a voté pour savoir s'il fallait guérir l'Algérie. Absolument. Les Français ont dit non. Oui, absolument. Les Français ont acté la politique de Gaulle. Hein. La majorité, c'est une minorité qui pensait à pouvoir conserver l'Algérie. Voilà. Donc cette situation va aboutir au départ de la France en 1962. Dans les accords d'Évian, il n'y a pas de garantie pour les musulmans fidèles à la France, pour les harkis, et les garanties pour les Européens d'Algérie vont être pratiquement toutes violées par l'État algérien. Voilà. Alors, et le FLN donc prend le pouvoir en 1962 et l'a toujours en 2025. Oui. Voilà. C'est le même clan militaro-économique, qui a le pouvoir en Algérie et qui se perpétue. Et ce clan-là a instrumentalisé une version de l'histoire. Instrumentalisé, donc, alors j'ai dit que la guerre de conquête, elle était difficile, mais c'est devenu un génocide. Ça n'a pas été un génocide, c'était une guerre dure. Je dirais, les troupes d'Abdelkader, de leur côté, ne faisaient pas de cadeaux aux Français. Hein. C'était une guerre difficile, hein, une guerre dure, cruelle, évidemment. Toute guerre cruelle, de toute façon. Voilà. Instrumentaliser une version de la conquête qui est tout à fait délirante, comme si les Français étaient venus pour faire un génocide. C'est pas vrai. Oui. Ils ont fait la guerre. Et je veux dire, tout le passé, tout le positif de la présence française en Algérie est gommé par le FLN. Voilà. Il y a une œuvre matérielle, d'abord d'infrastructures, création de ports, de routes, etc., donc qui est indéniable. Il y a une œuvre sanitaire qui est extrêmement importante. La médecine en Algérie a été fondée par la France. L'œuvre scolaire n'était pas une réussite, faut dire la vérité. Je veux dire, la France n'a pas fait assez. Le problème, c'est que la Troisième puis la Quatrième République, au fond, ne s'intéressait pas à l'Algérie. Et on a commencé à s'y intéresser vraiment le jour où les problèmes ont commencé. C'était dans les années 50, on s'est mis à faire des efforts. Et d'ailleurs, y compris l'armée française, qui ne faisait pas seulement la guerre, mais on lui donnait des missions sanitaires, des missions scolaires, etc., qui normalement sont pas celles des militaires, mais parce qu'en réalité, il y avait un retard considérable qui avait été créé. Mais donc, on a une situation où le FLN instrumentalise cette histoire, où tous les torts sont du côté français. On occulte le fait que le FLN a pratiqué la terreur de 1954 à 1962, les attentats, qu'il a fait la guerre à ses adversaires, et donc cette dimension-là est totalement occultée. Donc on a une version hémiplégique, en quelque sorte, de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, et qui malheureusement est un poison pour la société française. Pourquoi? Parce que d'abord, poison évidemment dans la relation franco-algérienne, puisqu'on le voit bien, on n'a pas une relation équilibrée, alors qu'on a une relation équilibrée avec d'autres pays, y compris dans lesquels il y a eu une guerre d'indépendance. Enfin, je veux dire, on a des relations avec le Vietnam, qui est un pays plus lointain, etc., etc. Mais on a des relations, on peut se parler normalement. Avec l'Algérie, c'est toujours l'hystérie, c'est vrai, hein. Et qui est là où je dis un poison pour la société française, parce que malheureusement, les Algériens sont nourris de cette vision-là, qui est une vision entièrement culpabilisatrice à la compte de la France, et les jeunes franco-algériens sont élevés dans cette idée. Alors comment, dès lors qu'ils sont dans la société française, comment peut-on aimer un pays dont on est titulaire de la nationalité, mais si on est persuadé que ce même pays a commis des crimes à l'égard de ses parents ou de ses grands-parents, c'est évidemment un poison pour la guerre civile, pour la paix civile, pardon. Bien sûr, surtout qu'en plus ce n'est pas contrecarré ou comment je dirais, l'école ne fait rien ou les institutions françaises ne font rien pour justement réimprimer, si je puis dire, les événements qui sont réellement déroulés. Je me rappelle, alors il y a toujours après aussi le prisme idéologique des enseignants qui peut jouer, mais nous à l'école on nous apprenait effectivement la guerre d'Algérie, puis on comprenait qu'il valait mieux s'excuser et surtout
passer à autre chose parce que alors même que effectivement, je pense qu'il y a aussi des choses à mettre dans la balance comme celle des infrastructures, des autoroutes, des hôpitaux, voilà, des choses qui ont pu être développées. Mais aujourd'hui, il y a une haine tellement viscérale de certains Français franco-algériens ou même français mais algériens d'origine qui est terrible et qui est extrêmement délétère. Donc effectivement, rappeler ces événements, ça peut j'espère qu'en tout cas ce sera de nature à apaiser. Mais donc quelle instrumentalisation en fait aussi également la gauche en France, hein, pour ne pas les citer, parce que je vous le dis, j'ai l'impression que ce discours-là victimaire, il est extrêmement présent partout et que c'est très difficile aujourd'hui, ne serait-ce que d'aborder le sujet. Oui, ça fait partie des grands fondamentaux de la culture moderne, c'est-à-dire la culpabilisation. Cette culpabilisation ne couvre pas seulement l'œuvre coloniale, elle couvre toute la période de l'esclavage, hein, qui est plus ancienne. Qui a été pratiquée par les Africains eux-mêmes, voilà, tous les peuples en fait. Voilà, c'est toujours cette vision manichéenne, c'est-à-dire qu'on culpabilise sur l'histoire de la traite atlantique, la traite d'esclavage, qui est une histoire, une page pas belle de l'histoire de l'Occident. Nous sommes bien d'accord, mais on occulte le fait que dans les pays d'islam, l'Afrique, je veux dire, l'esclavage était pratiqué à plus haute échelle, et même que le nombre de victimes est même supérieur. Il y a des travaux d'historiens sur ce sujet. Donc, on instrumentalise l'histoire de l'esclavage, on instrumentalise l'histoire de la colonisation. C'est qu'en fait, donc, il y a tout un mouvement intellectuel, culturel, qui est malheureusement assez intégré par la population, parce qu'elle n'a pas les outils, vous venez de le dire, elle n'a pas les outils nulle part à l'école, ni dans les médias dominants, etc., etc. On ne lui explique la réalité de l'histoire, on lui donne une autre version. Donc c'est malheureusement intégré, et dans le milieu culturel, intellectuel, etc., évidemment, c'est une des idées de base, l'anticolonialisme et cette espèce de péché qu'on devrait porter, avec cette idée folle. Sans pardon, hein, parce que du coup, vu qu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de pardon. Absolument. Donc, et surtout cette idée folle. À vie éternellement, en fait. Voilà, absolument. Et surtout cette idée folle qui est totalement, radicalement contraire à je dirais, la notion du droit occidental européen, où on est responsable de ses actes. C'est-à-dire que la faute devient héréditaire. C'est-à-dire, tout à fait. Moi, je suis responsable de mes actes. Ce que j'ai dit ici, si mon père commet un crime, je le regrette, mais je ne suis pas coupable de ce crime. Eh bien, dans cette vision idéologique-là, si la culpabilité devient héréditaire et l'innocence, et la victime devient une sorte d'innocent et perpétuel en quelque sorte. Et donc, c'est comme ça que alors en plus comme ça rejoint tout le discours victimaire sur bien sûr qu'on imprime dans l'idée des jeunes immigrés, comme quoi ils seraient victimes de racisme parce que la société française serait raciste aujourd'hui comme elle était raciste aux colonies. Voilà. Donc on nourrit une sorte de haine de la France chez des jeunes qui ont pourtant dans leur papier une carte d'identité française normalement. Voilà. Donc c'est assez dramatique pour la paix civile. Oui, effectivement, et donc c'est pour ça que, mais heureusement, on a Internet qui aide beaucoup justement à la réappropriation d'événements historiques et surtout sortir de ce côté manichéen et malheureusement terrible, mortifère pour la société française, particulièrement les jeunes qui subissent de fait cette violence qui va en augmentant. Je voulais aussi vous poser la question sur un thème qui revient de plus en plus, et alors là c'est plutôt un thème, je dirais, culturel, et qui est mis en avant par différents acteurs. Je pense notamment au Puy du Fou avec les guerres de Vendée dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est à voir avec la Révolution française en général. J'ai l'impression qu'il y a un peu un changement de paradigme qui a lieu en ce moment, c'est-à-dire qu'on en reparle de plus en plus, et puis surtout qu'on met en perspective le fait que c'était pas si génial que ça, et qu'il y a eu énormément d'assassinats, d'horreurs, de mal qui a été fait à ce moment-là. Vous en parlez, il me semble, vous en parlez dans votre livre, je crois que c'était dans La Révolution à la mort. C'est cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots du coup? Et comment elle est instrumentalisée aujourd'hui dans le terrorisme intellectuel? Oui, alors
ce chapitre, je n'ai pas voulu le remanier, c'est parce que ce livre a inclus mon livre. C'est le livre de 2000, un petit peu émondé. J'ai coupé un certain nombre de pages pour faire un trop gros livre. Et puis il y a 8 chapitres qui sont totalement inédits pour traiter de la réalité de 2000 à 2024. Voilà. J'ai pas changé le chapitre sur la révolution. Ce préalable, pourquoi? Parce que j'étais plus optimiste sur la question de la révolution, paradoxalement, il y a 25 ans. Sur le plan de l'histoire, en tout cas académique, universitaire, scientifique, il y a 25 ans, on avait beaucoup d'historiens. La dominante historienne chez les historiens, c'était d'avoir une position critique sur la Révolution française, de montrer que la Révolution française avait fait des promesses qu'elle n'a pas remplies. Elle a inventé les droits de l'homme, elle n'a pas cessé de les violer. Elle a inventé la démocratie, mais ne l'a jamais respectée. La Révolution française, c'est une dictature de minorité, dictature d'un parti, et qui va régner par la violence et par le sang. Cette réalité-là n'est pas décrite. Alors, on avait, dans l'histoire savante, il y a 25 ans, la dominante était de ce côté-là. Dans l'histoire savante aujourd'hui, on a un renouveau, contrairement à ce qu'il y a 25 ans, de pensée très pro-révolutionnaire. Il y a beaucoup de livres, par exemple, très favorables à Robespierre. Oui. Robespierre, ça, tiens, on a plusieurs biographies qui sont parues ces dernières années, qui sont des portraits extrêmement louangeurs, voilà, de louangeurs de Robespierre. Mais ça, c'est lié au poids, non seulement du politiquement correct, mais on a toute une génération de jeunes universitaires qui sont à gauche et même très à gauche, de nouveaux marxistes. Et donc, dans l'histoire savante, on a aujourd'hui, je dirais pas la dominante, mais on a vraiment une grande affirmation de la pensée révolutionnaire, de défense de la révolution. Et je vais dans le sens de ce que vous dites tout à l'heure, en même temps, c'est le paradoxe. Alors, c'est ici où le rôle du Puy du Fou a joué un grand rôle. En même temps, dans la conscience populaire, il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on disait moins il y a 30 ans, si vous voulez. Voilà, il y a eu 30 ans de Puy du Fou. Enfin, tous les ans, je sais plus, j'ai oublié le chiffre au moment où nous parlons, mais c'est 1 million ou plus de spectateurs. Enfin, voilà. Même si le Puy du Fou ne se résume pas aux guerres de Vendée, hein, mais enfin, oui, bien évidemment, oui. Mais enfin, ça y est aussi. Voilà. Donc, il y a quand même une conscience populaire. Et par exemple, le massacre de la Vendée est quelque chose qui aujourd'hui est comme très su, connu, ce qui n'était pas le cas quand moi j'avais 20 ans, on va dire, c'était il y a quelques années. On n'en parlait pas. Donc aujourd'hui, il y a cet aspect totalitaire, sanglant de la révolution est quand même à percer. Et puis il y a tout ce qui est fait avec le Puy du Fou. Et donc il y a en effet des questionnements. Mais en même temps, il y a une sorte de décalage. L'histoire universitaire est aujourd'hui souvent en défense de la révolution, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc, d'une certaine manière, on a reculé sur ce plan, je pense. Et en même temps, dans la conscience populaire, il y a une progression de dimension, de connaissance de la dimension totalitaire de la révolution. Oui, pourquoi j'en parle? Parce que pareil, au même titre que les guerres de colonisation et au même titre que le rôle du Parti communiste pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui revient régulièrement jusqu'à l'événement des Jeux Olympiques, donc la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où on voit Marie-Antoinette décapitée avec des geysers de sang. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire, c'est extrêmement violent. Et comme quoi, en fait, on est encore aujourd'hui en train enfin, ils sont, en tout cas ceux qui nous gouvernent, en train de défendre l'héritage de la Révolution, mais de manière extrêmement violente. Et donc, c'est un vrai sujet qui fait partie justement du corpus idéologique de ceux qui nous gouvernent, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et en sens inverse, il y a eu beaucoup de gens qui ont été choqués par cette fameuse de la soirée d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. Et donc, du coup, justement, parce qu'on parlait de terrorisme intellectuel, on voudrait nous dépeindre une révolution merveilleuse, magnifique et extraordinaire. Et la symbolique de la décapitation, qui est une symbolique extrêmement forte, on le voit chez les terroristes ou même dans certaines organisations, je dirais, islamiques, c'est extrêmement utilisé. Mais nous, Français, aujourd'hui, on continue d'en faire la promotion. Et puis on en est fiers, parce qu'on sait très bien que c'est regardé par le monde entier. Donc c'est intéressant ce paradoxe, justement, autour de la révolution. Et ben donc, vous rentrez dans le détail, justement, de l'héritage de cette révolution dans votre ouvrage. Peut-être une des dernières questions que je voudrais
vous posez, parce qu'on parle de terrorisme intellectuel, c'est tout justement ce rapport à la République. Donc ça fait justement, parce que la Révolution, c'est la naissance de cette République instrumentalisée, des fameuses valeurs qu'on jette, pareil, en anathème à tous ceux qui voudraient remettre en cause le fonctionnement des institutions ou l'immigration ou l'insécurité ou toutes sortes de thématiques qui seraient considérées comme à mettre au banc de la société, alors que elles concernent tous les Français tous les jours de leur vie et qu'il en va même de la défense de leur intégrité physique. Vous avez dans l'un de vos derniers chapitres de quoi le barrage républicain est-il le nom. Alors je voudrais justement que vous nous expliquiez un petit peu l'instrumentalisation qui est faite de ce concept de république. Bien, c'est à la fois, ça fait partie d'une tradition, je dirais, la très Troisième République, l'esprit républicain, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, ça a été repris, c'était moins repris que dans les années quand j'étais. Enfin, il y avait toujours un petit peu l'idée, on oppose les républicains aux conservateurs, les conservateurs républicains. Mais quand je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était moins prégnant. Aujourd'hui, c'est devenu c'est le discours dominant, républicain, barrage républicain, voilà. Ouais. Alors, que recouvre ce terme de républicain, on ne le sait pas. C'est extrêmement mystérieux parce que on dit bon alors oui c'est les gentils voilà mais c'est des gentils à géométrie variable. Alors, définissez-moi monsieur d'accord quelles sont les valeurs républicaines. Et il va dire par exemple le Parlement. Ah, mais le Parlement, si je réponds en historien, le parlementarisme en France, il a été inventé sous la Restauration, sous les Bourbons. C'est l'apprentissage de la démocratie parlementaire, enfin, du parlementarisme s'est fait en France sous la Restauration, puis sous la monarchie de Juillet. Je veux dire. Donc, ça fonctionne pas votre système. Enfin, on va trouver 50. Donc, c'est une sorte de mot valise qui n'a aucune signification objective. Voilà. C'est même pas la défense des institutions républicaines. Je veux dire, on pourrait dire que les non-républicains en France, il y en a, c'est les monarchies, au sens strict. Ça existe, c'est une minorité, mais ils existent, voilà. Mais, je veux dire, le Rassemblement national, par exemple, ne prône pas l'abolition de la République. Ah bah, ça fait 40 ans qu'ils se présentent à des élections et qu'ils se soumettent à toutes les institutions. Mais non, ils ne sont pas républicains. Alors, au nom de quoi, on ne sait pas. Alors, on va dire, par exemple, le droit du sol, c'est un principe républicain. Par exemple. Historiquement, c'est absolument faux. Le droit du sol est un principe qui date de l'Ancien Régime. Et je veux dire, s'il a été adopté dans le droit français, c'est très complexe, et c'est pour des raisons tout à fait de circonstances liées à la pression migratoire, justement, dans les années 80. On voulait pas que les jeunes Italiens, les jeunes Espagnols puissent ne pas faire leur service militaire au moment où il y avait voilà. Donc, on a inventé un système le code de la nationalité est lié à cela, parce qu'on voulait que tous les habitants de la France puissent faire leur service militaire. Voilà. Mais je veux dire, historiquement, si on détaille, on va pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais je veux dire, le droit du sol n'est pas en soi lié à la République. Donc, rien n'est objectivement lié à la République de ce qu'il y a. Alors, les valeurs républicaines, c'est un mythe qui est brandi, et donc faire le barrage républicain, ça relève de la mythologie. Maintenant, ça a son efficacité politique, on l'a vu lors des dernières élections. Oui, parce que du coup, de fait... ça fait peur. Voilà, ils agissent, ils brandissent une peur. Ouh, c'est pas républicain, mais les gens seraient bien... Alors, c'est un épouvantail, pardon, qui finit, dont l'efficacité s'émousse avec le temps, mais qui reste quand même fort. Tout à fait. Bah, du coup, on en parle justement parce que ça fait partie de ce terrorisme intellectuel que vous décryptez dans votre ouvrage, et que aujourd'hui ça empêche en fait une bonne partie de l'électorat, si ce n'est même une majorité, parce que vu que l'électorat est éclaté entre Républicains et Front National et maintenant Reconquête, si vous voulez, ce barrage-là empêche des alliances objectives d'intérêt. Et du coup, même si le peuple français est peut-être considéré majoritairement de droite, enfin moi j'en suis convaincu, c'est le programme de gauche qui avance et leur agenda politique qui avance, parce que justement il y a cette histoire du barrage républicain qui empêche l'alliance objective entre personnes qui partagent les mêmes intérêts et qui crée ce fameux cordon sanitaire. Déjà pour la démocratie, elle est terrible parce qu'elle empêche les gens qui perdent les élections d'être reconnus quand même, parce que mine de rien on parle de dizaines de millions de gens, 30% au moins de l'électorat qui n'est pas considéré.
justement parce qu'elle n'arrive pas à faire d'alliance à cause de ce dogme, ce qui est un dogme en réalité, parce que personne n'a un plan pour assassiner des immigrés illégaux sur le territoire ou pour avoir des exactions à l'égard de telle ou telle communauté. Enfin, c'est totalement absurde, mais aujourd'hui, c'est utilisé en tant que tel. J'ai envie de vous faire réagir sur parce que vous parliez du service militaire. Nous, ma génération, en tout cas, j'ai 30 ans, on n'a pas connu le service militaire. Et je pense qu'on en est, je pense que malheureusement, il fait défaut, ce service militaire. Est-ce que vous avez fait vous-même votre service militaire? J'ai fait mon service militaire, tout à fait. Oui, sortir de mes études avant de travailler. Oui. Vous étiez dans quel service? Alors moi j'ai occupé l'Allemagne à l'époque. Je dis l'Allemagne parce qu'à l'époque l'armée française, il y avait encore ce qu'on appelait les FFA, les forces françaises d'Allemagne, qui ça datait de l'après-guerre. Donc ça s'est arrêté, je crois, en 89, les dernières unités françaises au moment de la réunité de l'Allemagne. Oui. Voilà, moi j'étais à Trèves dans un régiment d'artillerie de marine. Voilà, j'ai fait mon service militaire. J'estimais que c'était mon devoir dans ma génération, surtout bon, moi j'étais de droite et j'avais été de gauche, toujours été de droite, voilà. Même à 18 ans, ou à 15 ans, voilà. Donc j'estimais que ça faisait partie de mon devoir. Je peux faire un grand service militaire. J'ai des amis qui ont fait des services militaires plus exaltants sur le plan strictement militaire, mais bon, chacun mais je l'ai fait. Vous l'avez fait déjà. Vous l'avez fait, ce qui n'est pas le cas du tout de nos générations. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce service militaire? Est-ce que avec votre regard d'historien, oui, oui, je pense que sur le plan social, alors le problème, c'est que le système, alors il est évident, la question stratégique, est-ce que c'est utile ou non d'avoir une armée de réservistes, enfin, en tout cas une armée opérationnelle de conscription. Voilà. Conscription, ouais. Ça, c'était le débat. Maintenant, sur le plan social, je pense que quand même oui, il y avait des jeunes gens qui apprenaient à vivre les uns avec les autres, qui découvraient, d'abord ils apprenaient des règles de vie, à se lever, à se raser, à se laver, des choses très concrètes, hein. Et puis des règles d'encadrement, faire se côtoyer des générations, faire se côtoyer des milieux sociaux radicalement différents. Enfin, moi, j'ai fait mon service militaire, j'avais fait mes études, terminé mes études, et j'ai croisé des gens qui étaient ils étaient pas très nombreux, mais il y avait des cas d'analphabétisme, hein, des gens j'ai appris. Ça permettait de mettre tout le monde un peu dans le même moule, avec la même base. Oui, enfin, en tout cas, de savoir que ça existe, de se parler, éventuellement de boire une bière ensemble, mais vous voyez, il y avait du lien, quoi, il y avait du lien. Quand il y a plus de lien, eh bien, on découvre en général dans des situations difficiles, d'épreuves, qu'il y a des gens radicalement différents, quoi. Donc, moi, je pense sur le plan social, je pense que c'était une bonne chose. C'était nécessaire. Ouais. Ok. Je vais simplement vous poser une dernière question parce que une fois de plus, votre ouvrage il est dense et je voudrais pas divulgacher pour ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, je vous invite à l'acquérir et à le lire parce que c'est formidable. Ça donne plein de clés de compréhension justement de la bataille idéologique, de la bataille sémantique qui a lieu en ce moment sur le territoire français. C'est vrai que cette histoire de sentiment d'insécurité est quand même assez formidable. Tristement célèbre parce que quand on voit l'actualité, ce qu'on a appelé finalement je trouve ça terrible d'appeler ça des faits divers parce qu'en fait ce sont des faits de société en réalité ce qui arrive. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas malheureusement une agression gratuite, un coup de couteau, un assassinat, un viol et puis j'en passe. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, vous-même vous êtes un tout petit peu plus âgé que moi, vous devez voir l'évolution de la société. Nous malheureusement on baigne dedans et puis ça va encore en s'aggravant. Mais quoi en penser de ce sentiment d'insécurité? L'expression de sentiment d'insécurité, elle a été employée une fois, c'est pas lui qui l'a inventé, mais elle a été employée une fois par Dupond-Moretti quand il était garde des Sceaux. Et situation que le garde des Sceaux dit ça était gravissime et traduisait quelque chose d'évidemment fortement idéologique. Alors, Dupond-Moretti sait évidemment qu'il y a de l'insécurité, il connaît les chiffres, et il était garde des Sceaux. Voilà. Simplement, ils veulent mettre la poussière sous le tapis. Mais c'est quoi le concept pour ceux qui le concept, c'est le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire qu'au fond, l'insécurité, c'est plus un phénomène de sentiment, c'est que les gens ont l'impression que, mais la réalité est beaucoup plus moins grave. La réalité est grave tout
toute femme qui se promène seule le soir dans la rue, c'est qu'elle elle a un risque, donc la sécurité, c'est une réalité. Voilà. Et oui, vous parliez de notre différence d'âge. En effet, moi, quand je suis né, j'ai vécu à Paris, voilà, et moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, avoir fait un certain nombre de petites fêtes, de grandes fêtes, enfin, avec des copains, le soir dans le quartier latin, et je rentrais tard, j'avais raté le dernier métro, j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent, pas le moyen de payer un taxi. Je me rappelle c'est plus un certain nombre de fois d'avoir traversé, j'habitais encore chez mes parents, qui habitaient d'un quartier périphérique, on va dire, enfin un arrondissement périphérique, et je traversais tout Paris à pied pour rentrer dormir chez mes parents à 2h ou 3h du matin. Jamais une fois, je n'ai eu une impression d'être menacé de quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait pas la même chose. Hein. Ah ben non, c'est clair, et effectivement, et puis oui, non, mais c'est ça, c'est clair, et puis ce terme de sentiment de sécurité, oui, c'est ça, en fait, il sert simplement à mettre, dire oui, mais en fait, c'est une impression, quoi. C'est une impression, voilà, c'est un ressenti, alors qu'en réalité, évidemment, on a raison de les chiffres sont effrayants, les chiffres sont effrayants. S'inquiéter. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, ceux qui modifient la perception de la réalité sont toujours les mêmes. Et ils le font de manière très consciencieuse et très habile. Le seul qui a réussi dernièrement, je vais essayer de vous faire réagir là-dessus, on va voir comment vous en sortez, si je puis dire, c'est pas un piège, hein, mais vous allez me donner votre avis. On parle souvent de Orwell, du ministère de la vérité, de la manipulation des mots, de la bataille sémantique et justement des concepts qui sont ceux dont on a parlé à travers les épisodes historiques, évidemment, qui sont des concepts après réutilisés à des fins politiques. Il y a dernièrement une bataille sémantique qui a été gagnée, qui est celle du grand remplacement, maintenant, qui découle des travaux de Renaud Camus et qui a été mise en avant par Éric Zemmour, on lui doit ça, et qui a été gagnée maintenant parce qu'elle est utilisée même dans les plus hautes strates, hein, même le Premier ministre. Alors lui, il parle de sentiment de submersion, mais si on enlève le sentiment, il y a quand même un vrai sujet autour de ce mot-là. Est-ce que pour une fois, finalement, la droite n'a pas gagné une bataille ? Je pense que sur la question migratoire, il y a eu en effet une évolution de l'opinion qui est extrêmement importante parce que il y a des sondages, pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés en France? La réponse est plus de 70% des Français qui répondent oui, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la répartition par sensibilité politique. Je crois que sur les électeurs socialistes, de mémoire, sont à 51 ou 52% à dire oui, il y a trop d'immigrants en France. Je parle des électeurs socialistes. Il y a que ceux de la France insoumise qui sont minoritaires. Et encore, même les électeurs de la France insoumise, dans ce même sondage, sont autour de 40%. C'est-à-dire, il y a encore 40% des électeurs de Mélenchon pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est-à-dire, ils votent quand même pour Mélenchon. Donc, ça, c'est les contradictions les contradictions du genre. Mais donc, sur la question migratoire, oui, les choses avancent. On voit bien que les mentalités avancent, mais il y a un tel choc du réel. On est à 500 000 personnes qui entrent par an en France. 500 000 personnes, c'est l'équivalent de l'agglomération de Strasbourg ou de la ville. C'est dément, si vous voulez. Donc là, il y a vraiment le choc du réel. Donc là, il y a un moment où le mensonge ne tient pas. Oui, principe de réalité qui s'applique pourvu qu'il ne soit pas trop tard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, les habits neufs du terrorisme intellectuel. Voilà, si vous avez envie de comprendre tous les mots MAUX qui traversent la société française et de les décrypter justement, voilà, avec l'œil de Jean Sévilla, ce grand journaliste, essayiste et historien justement qui vous donne les clés de compréhension de notre environnement. Encore merci pour votre participation et à très bientôt.